va commencer cette séance donc, par des travaux dirigés. Donc on va commencer par un exercice, donc une application directe du cours. Donc, la série 2 d'électrostatique, de magnétisme. Alors, donc cet exercice en gros, donc on va le voir, donc c'est quelque chose qui est en quelque sorte à cheval entre la mécanique, donc le premier chapitre, et ce que nous avons déjà vu au niveau du second chapitre sur l'électrostatique. Et donc ça concerne quelque chose de réel, c'est-à-dire la structure de l'atome, donc selon le modèle de Bohr. Bien, alors, l'énoncé dit, donc l'atome d'hydrogène est constitué d'un électron de charge plus E, d'un noyau de charge plus E et de masse grand M et d'un électron de charge moins E et de masse petit m, donc, et l'électron étant en mouvement circulaire, donc l'électron va décrire un mouvement circulaire autour du noyau, d'accord, donc l'électron trouvé là, et donc on supposera que l'électron n'est soumis qu'à la force électrostatique exercée par le noyau. C'est ce que nous avons démontré en cours, d'accord, en calculant par exemple pour l'électron l'intensité de la force électrostatique. Et d'ailleurs, nous avons considéré donc, un électron dans l'atome d'hydrogène sur la première orbite avec un rayon de 0,53 angstrom, si vous vous rappelez. Et donc, on était arrivé à la conclusion que la force gravitationnelle était exercée par donc la force gravitationnelle étant négligeable devant la force électrostatique. À cette échelle, bien sûr, de matière, parce qu'on voit la masse de l'électron est très faible, très petite, et donc on a trouvé dans quelque chose comme un rapport de l'ordre de 10 à la puissance 40. Bien, donc l'électron donc étant... Alors la première question montrait que le mouvement est circulaire uniforme et on exprime sa vitesse en fonction du rayon de trajectoire, de la charge élémentaire E, de la masse M et de la constante K. Donc, dans la première version de la série TD, donc j'avais mis epsilon 0. On va tout simplement utiliser K qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc, dont on a la valeur pour ne pas utiliser trop de paramètres dans les formules que nous allons établir. Bien, et donc l'électron se trouve sur une orbite, donc il est repéré par sa position suivant la ER, donc on va juste utiliser ER pour nous repérer, donc par la suite on ne va pas trop s'attarder sur ER ni Eθ. D'accord? Et donc le premier principe, la deuxième loi de Newton, ou le principe fondamental de la dynamique, me dit tout simplement que l'électron, la masse multipliée par le vecteur accélération de l'électron par rapport au repère galiléen R0 est égale à la somme des forces extérieures qui se réduit dans notre cas à l'attraction. Donc on utilise ER juste pour montrer que la force étant dirigée, la force F étant dirigée dans le sens opposé à ER, d'accord? Et donc la force et le vecteur position sont de sens opposé. D'accord? Donc c'est moins K, E carré sur R au carré suivant ER. Donc, et l'accélération, de manière générale, elle a deux composantes, une composante normale, une composante tangentielle.
La composante normale, donc on le sait, c'est moins V carré sur R, ou moins R, aussi, moins R, oméga au carré. Donc ça, on l'a vu en cours, en mécanique, et en TD. Donc moins R oméga carré, suivant ER. Et la deuxième, donc on l'a définie tout simplement. Donc je vous ai dit, c'est pas la peine de... Donc la composante tangentielle de l'accélération, c'est D de V sur D de R. Et donc, en identifiant ces deux expressions, on aboutit donc déjà la composante tangentielle comme la force est suivant ER, la composante normale donc est suivant ER, ce qui veut dire que la composante tangentielle de l'accélération est en nul. Et donc, ça veut dire que D de V sur D de T, donc c'était D de V sur D de T, donc et non D de R, donc D de V sur D de T égale à 0, donc là c'est D de V sur D de T, D de V sur D de T égale à 0, d'accord, et en identifiant les termes suivant ER, on a moins K E carré sur R au carré égale à moins V carré sur R, ce qui veut dire que MV carré, bien sûr avec le M, donc que MV carré sur R est égal à K E carré sur R au carré. Donc ça c'est simple, et donc ça nous permet par la suite, donc là on va simplifier par R, là il n'y aura plus de R, là ça va être à la puissance 1, et donc MV carré égale à KE carré sur R, ce qui veut dire que V carré c'est KE carré sur MR, et donc V égale à la racine, est égale à la racine de E multiplié par la racine de E carré fois K sur MR, et donc E carré va sortir, la racine de E carré c'est E, et donc on va obtenir V égale à cette expression-là, V égale à E fois la racine de K sur MR. Bien, alors par la suite, donc ça c'est assez simple, donc par la suite, donc on nous demande d'exprimer l'énergie cinétique. Donc tout simplement l'énergie cinétique, E est égale à 1/2 de mv carré, et donc c'est 1/2, donc on a déjà mv carré ici, d'accord, il suffit de la multiplier par 1/2, et donc ça va vous donner 1/2 de A de K E carré sur R, donc c'est K E carré sur 2R, et donc là c'est assez facile, donc c'est juste donc un petit passage de là à là, donc c'est juste la définition de l'énergie cinétique. Bien, alors la troisième question, on vous dit, en appliquant le théorème de l'énergie mécanique, trouvez l'expression de l'énergie potentielle d'interaction électrostatique. En déduire l'expression de l'énergie mécanique totale. Alors, le théorème de l'énergie mécanique, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que le travail des forces extérieures, d'accord, c'est égal il est égal à la variation de l'énergie cinétique. D'accord, donc dW est égal à F d de OM, d'accord, c'est égal à D de, ça c'est égal à D de EC. En principe, c'est, donc déjà, c'est D de EC, donc c'est la variation de l'énergie cinétique, donc dW, donc c'est D de EC, d'accord, et en plus, on a des forces conservatives, d'accord, on n'a qu'une seule force qui est conservative, et donc ça veut dire que l'énergie mécanique est conservée, elle est constante, ça veut dire que D de EC est égal à moins D de EP, parce qu'on a EC
plus EP égale à une constante. Bien. Et donc, le travail élémentaire dW, c'est F scalaire D de OM. C'est le travail, en fait, nécessaire pour faire passer l'électron d'une position R à une position R plus D de R, tout simplement. Et donc, c'est pour passer de R à R plus D de R. Et donc, le travail, c'est F scalaire D de OM. Donc, F, c'est quoi? C'est moins K E carré sur R au carré suivant ER. Et D de OM, c'est tout simplement D de ER, c'est D de R suivant ER. Donc ER, bien sûr, étant un vecteur unitaire, donc ER scalaire ER égale à 1, et donc là, le travail, ça va être donné par élémentaire, bien sûr, donc moins K, E carré sur R au carré, fois D de R. Donc là, on a D de EP sur D de R va être égal, donc en identifiant ces termes-là, on obtient D de EP sur D de R. Donc D de EP sur D de R c'est égal à ce terme-là, c'est-à-dire à K, pas de moins. C'est la constante K, E carré, sur R au carré. D'accord? Et donc, D de ER, c'est égal à ça. D de EP sur D de R égale à ça. Ce qui veut dire que EP, c'est l'intégrale. EP, c'est l'intégrale de KE carré sur R au carré fois D de R. D'accord? Et donc, l'intégrale de 1 sur R au carré, l'intégrale de 1 sur R au carré, alors la dérivée de 1 sur R, c'est moins 1 sur R au carré. Et donc, l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1. Ça va me donner, donc ça on le sait, c'est moins 1 sur R plus une constante. Et donc, vous obtenez une énergie potentielle, EP égale à moins K, E carré sur R plus une constante. Bon. On peut bien évidemment obtenir le même résultat en supposant bien sûr que la force F dérive elle est conservative et on peut trouver une fonction EP telle que F égale à moins D de EP sur D de R. Et donc on va aussi trouver moins KE carré sur R au carré égale à moins D de EP sur D de R. Et donc on a EP égale à la même chose, moins KE carré sur R, plus une constante. On peut trouver la constante en faisant tendre R vers l'infini. Donc quand R tend vers l'infini, l'électron est complètement indépendant du noyau. D'accord? Il n'y a plus d'interaction entre les deux. Il est plus lié au noyau. Donc l'électron n'est plus dans l'atome. Et donc l'énergie potentielle d'interaction doit être nulle. Donc la limite quand R tend vers l'infini de moins K
E carré sur R, c'est égal à 0. Et comme EP doit tendre vers 0, ça veut dire que la constante C doit être nulle. Et donc, on obtient EP égale à moins K, E carré sur R plus une constante C qui est nulle. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai signalé au niveau du cours, on obtient une énergie potentielle qui est négative. Or, c'est-à-dire une énergie potentielle d'attraction. Donc, on a une énergie potentielle d'attraction et qui est, par définition, qui est négative. Et donc, après, on a l'expression de l'énergie cinétique. Donc, on peut calculer l'expression de l'énergie totale, de l'énergie mécanique. Et donc, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est moins KE carré sur R. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle. Et l'énergie cinétique, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, c'est KE carré sur 2R. D'accord? Et donc, ça vous fait... Alors, là, il est simple de voir que vous allez avoir K E carré divisé par R. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Moins 1. Donc, KE carré sur R, là, il y a un signe moins. Vous allez avoir moins 1 plus 1 demi. D'accord? Le deuxième terme, il y a 1 demi. Alors, moins 1 plus 1 demi, c'est moins 1 demi. D'accord? Donc là, ça vous fait moins 1 sur 2. Donc, ça vous fait moins 1 demi. Ça veut dire, donc c'est KE carré sur R multiplié par moins 1 demi. On obtient donc une énergie mécanique qui est égale à moins K E carré sur 2R. Alors bien sûr, à la fin, la dernière question, donc on va calculer toutes ces quantités-là. Bien, donc, alors maintenant, donc, vous avez vu en chimie, en atomistique, que le mouvement de l'électron dans l'atome, donc il est soumis à certains postulats. C'est ce qu'on appelle les postulats de Bohr. D'accord? Alors, le postulat de Bohr, d'accord, qui n'est rien d'autre qu'une quantification donc, de certaines quantités, c'est-à-dire une quantification de beaucoup d'observables. Alors, quand on dit quantification, ça veut dire que ces quantités-là ne peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, mais vont prendre des valeurs qui sont discrètes. D'accord? Des valeurs qui sont bien définies, et donc ça ne varie pas de manière continue. Et donc, parmi ces variables-là, on va voir que l'énergie aussi de l'électron dans l'atome ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. C'est ce que nous allons démontrer, bien sûr. Et donc, le postulat de Bohr, il nous dit que les seules trajectoires circulaires permises pour l'électron, donc c'est ça la quantification, sont celles pour lesquelles le moment orbital L égale à m fois v fois r, d'accord, avec un multiple entier de la constante de Planck réduite h bar. Donc h bar égale à h sur 2pi. Ça veut dire que L est égal à n multiplié par h bar. N est un nombre entier, n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3. D'accord? C'est la couche. Donc on va voir après, c'est l'indice de la couche. Alors, donner l'expression du rayon R pour chaque trajectoire N, d'accord? Alors, tout simplement, donc là, on a déjà fait la moitié du chemin. Donc, L
égale MVR. D'accord? C'est égal à N fois H divisé par 2pi. D'accord? Ce qui me donne que la vitesse V, d'accord, est égal à NH sur 2pi, NH divisé par 2pi multiplié par MR. Donc ça c'est l'expression de V. Et donc on a déjà l'expression égale aussi. Donc V il est aussi égal à E par la racine de K divisé par M fois R. D'accord? Donc ces deux expressions sont égales. D'accord? Ce qui veut dire que R, donc là je peux tirer R donc à partir de cette égalité. D'accord? Donc on peut faire ça tout simplement. Je prends ça, V égale à ça, j'élève au carré, donc E carré, donc E carré fois K sur MR égale à ce terme-là au carré égale à N au carré H au carré divisé par alors 4 pi carré M carré M carré multiplié par R au carré. Donc là, encore R va partir. M, pareil. D'accord? Et donc on aura E carré fois K multiplié par 4 pi carré fois R est égal à N carré H par carré. Et donc, ce qui me donne produit des moyens égal au produit des extrêmes. Et donc R égale tout simplement N carré multiplié par H au carré
divisé par, puisqu'il y a en face de R, donc il y a 4pi carré. 4pi au carré. C'est un calcul assez facile. 4pi carré fois m. Donc 4pi carré multiplié par m. Et donc, on obtient, il y a un e carré qu'on a oublié quelque part, il y a le e carré. Il y a aussi donc e carré, donc on a oublié e carré fois k. Donc k. Donc là, il y a un k déjà ici. Donc on a oublié k, k e carré. Et donc là, il y a un e au carré. Donc on obtient en gros cette formule-là. R égale à n carré multiplié par h carré sur 4pi carré m e carré fois k. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas, bien sûr, la formule, elle est, donc la formule, elle est intéressante. Bon, ça, si on utilise k égale à 1 sur 4pi epsilon 0, on obtient ça. Et donc, là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que c'est h carré sur 4pi carré e carré. Donc ça, c'est quelque chose c'est une constante. Donc on a R égale n carré multiplié par quelque chose de constant, qui est en fait le rayon pour R égale à n égale à 1, le rayon de la première orbite, c'est le rayon R0. D'accord? Et donc on obtient, donc là, qu'on retrouve donc le postulat de bord, qu'on a utilisé, c'est-à-dire que les seules trajectoires possibles sont celles pour lesquelles on a cette relation-là, d'accord? Et ce qui veut dire que l'électron ne peut pas se trouver sur n'importe quelle trajectoire. Les seules trajectoires possibles sont des trajectoires pour lesquelles R égale à n carré multiplié par ce terme-là qui est R0, c'est-à-dire que pour n égale à 1, donc c'est R0, pour n égale à 2, c'est 4R0, ainsi de suite. Et donc l'électron lui-même, donc si je prends ce qui veut dire qu'autour du noyau, donc en utilisant bien sûr un peu de mécanique, ce que nous avons fait en électrostatique aussi, on a montré que, plus le postulat de bord, on a montré que là c'est le noyau, je ne peux pas trouver l'électron sur une trajectoire sur n'importe quelle trajectoire circulaire. Il ne peut se trouver que sur des trajectoires circulaires, d'accord, qui obéissent à la relation R égale à n carré fois R0. Alors, la question petit b, donc calculer en angstrom le rayon de la première trajectoire n égale à 1, et donc on a h égale, donc là on a donné la valeur de h, et donc en prenant r n égale à 1, on prend r égale à r0, c'est-à-dire à h carré sur e carré fois k, bien sûr k égale à k. Bon, quand vous avez sa valeur, on a oublié de la donner ici. K, c'est 9 10 puissance 9. Donc, pour le calcul,
Donc K égale à 9 10 puissance 9. La masse de l'électron, donc c'est 9,1 10 à la puissance moins 27, moins 31 kg, je pense. Donc c'est autour de 8 ou 9, de 10 puissance moins 31 kg. Et quoi d'autre? Donc c'est tout ce qu'il y a. Donc E égale à 1,6 10 puissance 9. Et donc si on fait le calcul, on trouve le fameux 0,53 angstrom. Alors, je vérifie juste que dans l'énoncé de l'exercice, on vous a donné donc ces valeurs-là. Sinon, je corrige et je les rajoute. Ils n'y sont pas, donc je pensais à corriger, à les rajouter sur la série d'exercices. Et donc on obtient, avec les valeurs donc, de H, de E, de K, d'accord? On obtient R égale à 0,53. Alors là, il faut faire attention. Donc, dans le calcul, donc si vous faites le calcul, donc on va prendre la valeur de H là. On va prendre E carré, donc c'est 1,6 10 moins 19, le tout au carré. K c'est 9 10 puissance 9, on va prendre la masse. Et donc là, on va obtenir un R qui est en mètres. D'accord? Et donc, le calcul, normalement, il va nous donner R0 égale à 0,53. Le 53, 10 moins 10, donc 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, on obtient 0,53 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Or, et donc, c'est ce qui vous donne 0,53 angstrom, puisque 1 angstrom, c'est 10 à la puissance moins 10 mètres. Bien, alors, après, donc, une fois qu'on a ça, donc on peut calculer beaucoup de choses. Par exemple, on peut calculer la vitesse de l'électron. D'accord, ainsi que sa vitesse angulaire. Donc, vous amusez. Donc, la vitesse de l'électron, on peut la calculer une fois qu'on a R. Donc, V0 égale à E fois la racine de K sur M fois R0. Donc, V0, c'est tout simplement E multiplié par la racine, ou bien on peut la calculer, bon, la racine de K sur M R0. Et sur la racine, elle est surtout. D'accord, et donc on prend les valeurs de K, de M et de R0. Donc R0, on a déjà calculé, et donc on trouve V0 égale à 2,2 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Et on calcule, donc on peut bien sûr calculer la vitesse angulaire qui est égale à V0 divisé par R0,
Donc, on va trouver la valeur en prenant bien évidemment le mètre. Donc, il faut convertir le R0 en mètres. Ça, c'est mètres par seconde. Des radians. Par seconde. Bon, donc il faut. On a exprimé donc le rayon en angstrom, mais dans les calculs, donc quand on utilise R ou la R0 ou bien R0, il faut penser à le convertir en mètres. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, donc on peut aussi calculer l'énergie. D'accord? Donc on peut calculer l'énergie de l'électron E de R. Donc ça, c'est un calcul qui serait intéressant. Donc on peut calculer, bien sûr, on peut calculer l'énergie sur la première couche, l'énergie totale E1. Alors E1, c'est tout simplement moins, il y a K. Alors K, on va dire que c'est 9 fois 10 à la puissance 9. Multiplié par E carré. Comme une parenthèse, 1,6 10 à la puissance moins 19. Un 10 à la puissance moins 38. Parce que c'est au carré. Et divisé par 2R, c'est-à-dire 2 fois 0,53. Il ne faut pas oublier de convertir en mètres, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 10. Donc 10 à la puissance, là, il y a un signe moins. Donc si je fais le calcul, donc tout simplement, qu'est-ce que ça va me donner? Donc je le fais en même temps, hein, donc je prends mon téléphone. Donc déjà 10 à la puissance 9, 10 à la puissance moins 38. 38. Alors vous avez 10 à la puissance 10 à la puissance 10 à la puissance 10 qui va monter. Donc c'est 10 à la puissance moins 10 qui va monter ici avec moins 38. Donc ça fait 10 à la puissance plus 10, ça fait 10 à la puissance moins 28. Moins 28 et 9, c'est 10 à la puissance 19. Moins 19. D'accord? Donc ça va nous donner déjà un 10 à la puissance moins 19. Voilà. Et bien sûr, le reste, c'est... donc si je calcule, bon, chez moi, donc ça fait 9 multiplié par 1,6 multiplié par 1,6, donc c'est 1,6 au carré, et divisé par 2, et divisé par 0,53. Donc ça fait 21,7 10 à la puissance, donc 21,7 multiplié par 10 à la puissance moins 19. D'accord? Alors bien sûr, l'unité, c'est des joules. Donc ça, c'est important.
on a tout utilisé dans le système international. Donc l'unité, c'est des joules. Donc c'est 21,7 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Alors, si je veux, donc on a dit qu'un électron-volt, donc un électron-volt est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc on vous a déjà défini quelque part, donc soit en physique nucléaire ou en S1 ou ailleurs, donc on vous a défini l'électron-volt, 10, joules. Bien, et donc je divise ça 21,7 et donc par 1,6, donc je divise 21,7 par 1,6 et donc ça me donne à peu près exactement 13,58 et donc électron-volt. Et donc ça fait à peu près ce qu'on obtient, une énergie, donc il y a un signe moins, bon, il y a le moins, donc c'est moins, donc l'énergie est égale à moins 13,6 électrons volts. Et donc on retrouve quelque chose que vous avez déjà vu, c'est-à-dire que l'énergie de l'électron sur sa première orbite est égale à moins 13,6 électron-volts. D'accord. Alors bien sûr, l'énergie, on a dit que c'est l'énergie totale, elle est où? Donc l'énergie totale, c'est moins KE carré, donc sur moins KE carré sur 2R. D'accord. Et donc c'est sur 2R, et donc vous allez avoir que l'énergie, comme R est égal à R0 fois N au carré, il est facile de montrer que cette énergie-là, l'énergie sur une couche N, bon, s'il y a bon, là, il n'y a pas de couche, elle est égale à l'énergie E sur la première couche divisé par N au carré. Donc le N au carré, il vient tout simplement de R qui est là. Donc là, on a bien divisé par R, donc c'est normal. Bon, de toute façon, on a trouvé des valeurs qui sont cohérentes. Donc là, donc, je vais vous mettre donc, notre solution sur le site, donc avec les données. Même je les ai mises au niveau de l'énoncé. Et donc, on va passer à l'exercice 2. Bon, c'est un exercice très simple, et donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de Millikan. Alors, l'expérience de Millikan, c'est quoi? Donc, c'est deux plaques horizontales. Bon. Bon, ça c'est plus horizontal. Donc, deux plaques horizontales. D'accord? Et on a des gouttes d'huile. Donc, des gouttes d'huile qui sont chargées négativement. Donc, je vais en dessiner qu'une seule. D'accord? Et ces gouttes d'huile, donc, entre les deux plaques, on a une différence de potentiel U. D'accord? Égale à 3 kV. Donc, on a vu, et une distance de 1,5 cm. Et donc, ces plaques qui sont chargées négativement sont en équilibre. Donc, c'est
gouttes qui sont chargées négativement sont en équilibre. Alors si elles sont en équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui leur sont appliquées est nulle. D'accord? Et donc pour chaque goutte, donc une goutte, elle va être soumise à son poids, P. D'accord? Et elle est soumise à la force électrostatique, puisque entre là et là, il y a un champ. Alors, je mets pour le moment un champ E, que je n'oriente pas pour le moment, parce que je ne sais pas quel est son sens. Et donc, du moment s'il n'y avait que le poids, s'il n'y avait que le poids, donc les gouttes vont tomber par terre. D'accord? Ou vont tomber sur la plaque du bas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que pour qu'elle reste en équilibre, il faut obligatoirement qu'il y ait une deuxième force qui est dirigée vers le haut et qui est la force électrique. D'accord? Comme les gouttes sont chargées négativement, donc on sait que F est égal à Q E. Bien sûr, ça, c'est des vecteurs. Vecteur E, vecteur F. D'accord? Comme Q est négatif, c'est-à-dire que la force et le champ sont en des sens opposés. Donc le champ électrique est dirigé vers le bas. Et comme on a dit en cours, le champ électrique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. D'accord? Ça veut dire que la plaque du bas est chargée négativement et la plaque du haut est chargée positivement. Et donc, c'est ce qu'on nous demande ici. Quelles sont les polarités des deux plaques? Et donc, la plaque du bas est chargée négativement, la plaque du haut est chargée positivement. D'accord? Et on retrouve, bien sûr, de manière très simple, qu'une charge négative est attirée par la polarité positive. Donc, sous l'effet de... Et donc, s'il n'y avait que la force électrique, donc la charge donc, va se déplacer vers l'électrode positive. C'est ce qu'on aurait pu faire. Alors, cette configuration, on ne peut pas avoir les gouttes en équilibre si on avait des électrodes qui sont verticales. Dans ce cas-là, ça c'est négatif, ça c'est positif. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Les gouttes vont se déplacer vers de l'électrode négative vers l'électrode positive.
on avait dit, donc les gouttes sont en équilibre, donc ça veut dire que P, la somme des forces est nulle, P plus QE égale à 0, donc on module P égale à QE, on met la valeur absolue parce que la charge est négative. Donc moins mg plus QE égale à 0, et donc là, la charge en valeur absolue, on sait qu'elle est négative, et c'est égal à mg sur E, d'accord? Donc mg, donc on a déjà, donc là on a projeté sur l'axe vertical qui est orienté vers le haut. Mg, la masse d'une goutte, m c'est la masse d'une goutte, d'accord? C'est la masse volumique multipliée par le volume. Et comme donc m on a dit que M est égal à ρ multiplié par le volume V. Alors, bon, bien sûr, la masse, c'est une goutte. Ça correspond à une goutte. Un gramme et une goutte. Qu'il n'y ait pas de confusion. Et donc, on suppose que les gouttes sont sphériques. Et donc, que chaque goutte, le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi fois r à la puissance 3. D'accord? Et donc, on remplace le volume par 4 tiers de pi à r à la puissance 3. Donc, c'est égal à ρ fois 4 tiers de pi à la puissance 3 fois g. Donc, la constante la constante, donc le champ gravitationnel, petit g. Et donc, on divise par par E. Donc, ça nous fait, alors là, donc c'est ce qu'on a vu en cours, lorsque, donc delta V, lorsque le champ électrique est constant, d'accord, c'est un champ électrique uniforme, delta V, c'est ce que nous appelons ici U, d'accord, c'est égal au champ électrique multiplié par la distance D. D'accord? Et delta V ou delta V, donc c'est la différence de potentiel sur une distance D. Bon, ici D, elle est c'est vertical. Ok? Donc, ça veut dire que E est égal à tout simplement à U. Donc c'est un champ uniforme. E égale à U sur D. Donc on met tout ça ensemble. E égale à U sur D. Donc le 3 va descendre ici. Donc ça fait ρ fois 4 pi r à la puissance 3 fois G sur 3U sur D. Donc le D va monter là. D'accord? Donc on vous donne le diamètre. Et donc R égale à R égale à D sur 2. Donc R égale à D sur 2. D'accord? Et donc on utilise bien sûr un micromètre. Il faut convertir le micromètre en mètre. C'est 10 à la puissance moins 6. Mètre, d'accord, le micromètre, et donc on met tout ça ensemble et on va tomber sur Q en valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 18 coulombs. D'accord, sachant que la charge électrique élémentaire, la charge élémentaire est de 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, ça veut dire que la charge de en valeur absolue, c'est 10 fois la charge élémentaire. Ça veut dire que ici, donc Q égale, elle est négative. Elle est négative, donc Q égale à 10 fois « 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10
10 fois la charge de l'électron, c'est 10 fois Q, donc de l'électron E-. D'accord? Parce que la charge, elle est négative, parce que la charge de l'électron elle-même, elle est négative. D'accord? Et donc c'est comme si on avait, bien sûr, quelque chose, une espèce X et des molécules, bon, auxquelles on a rajouté 10 électrons. On a ajouté 10 électrons, c'est 10 moins. Donc c'est une charge qui est 10 fois la charge de l'électron et elle est bien sûr négative. Donc vous voyez, donc ça c'est un petit exercice, d'accord, qui nous permet déjà de mettre en œuvre ce qu'on a vu en cours, comment diriger le champ électrique, comment diriger la force électrique. Alors, et là, on a aussi le poids qui intervient, d'accord, parce que vous avez donc, ça c'est des gouttelettes, donc c'est pas elles n'ont pas une masse, donc en plus, donc les électrodes donc sont où les plaques sont disposées verticalement et donc là donc la masse des gouttes, d'accord, là elle arrive à compenser la force, donc la masse en principe c'est le poids mg, et donc il arrive à compenser la force électrique, et ce qui fait que les gouttes vont rester en équilibre. Donc voilà, donc on va peut-être arrêter là. Et donc, je vous dis une prochaine vidéo ou enregistrement. Donc, on va, donc je pense que la prochaine fois, on va commencer par un peu de cours, donc sur une application, donc avec donc le mouvement d'une charge dans un champ électrique, et donc en l'occurrence l'accélération de charge dans un champ électrique et ses applications. Et on va directement faire des applications avec des exercices de TD. Voilà. Au revoir.